Les gladiateurs sont-ils des personnes issues d'une société marginalisée ou des personnes ayant une propension à tuer? Statistiquement, le pourcentage de personnes qui commettent un homicide est bien inférieur à 1% de la population. Mais il convient de noter que ce pourcentage inclut les personnes souffrant de troubles mentaux, les criminels et les sociopathes. Et aussi des personnes enclines à la violence. Ce sont peut-être ces personnes qui sont devenues gladiateurs. À cette époque lointaine, il était prestigieux d'être un gladiateur. Les gladiateurs étaient formés dans des écoles spéciales pour gladiateurs. Chaque école de gladiateurs se distinguait par ses tactiques de combat et son armement. Les combats de gladiateurs étaient professionnels. Les gladiateurs recevaient des récompenses monétaires, une reconnaissance publique et la possibilité d'acquérir la liberté. Mais tous les gladiateurs ne réussissaient pas. Certains empereurs de la Rome antique participaient aux jeux de gladiateurs. L'empereur romain Commode aimait se battre dans l'arène en tant que gladiateur. Commode a été tué par un gladiateur, mais pas dans l'arène, à la suite d'une conspiration. Vous saurez plus tard qui a tué Commode et dans quelles circonstances. Vous découvrirez également si Commode a tué son père Marc Aurèle pour devenir empereur de l'Empire romain. Les prisonniers de guerre constituaient l'une des principales sources de ravitaillement des groupes de gladiateurs. Après avoir conquis de nouveaux territoires, les Romains capturaient de nombreux prisonniers qui étaient ensuite vendus comme esclaves. Les criminels reconnus coupables étaient souvent condamnés à des combats de gladiateurs. Ce châtiment était considéré comme plus humiliant et plus douloureux qu'une simple exécution. Les personnes qui ne pouvaient pas payer leurs dettes pouvaient être vendues comme esclaves. Parfois, ils devenaient aux gladiateurs pour rembourser leurs dettes. Dans de rares cas, des hommes libres ont décidé de devenir gladiateurs de leur plein gré, généralement en raison de difficultés financières ou pour le plaisir de la célébrité et d'éventuelles récompenses monétaires. Gladiateurs, combattants de la Rome antique qui affrontaient d'autres gladiateurs ou des animaux sauvages pour l'amusement du public dans des arènes spéciales afin d'obtenir le droit d'être libérés de l'esclavage. Les gladiateurs pouvaient recevoir le symbole de la liberté, le rudis, une épée en bois qui signifiait que le gladiateur n'avait plus à se battre. Mais comment les jeux de gladiateurs ont-ils vu le jour? Et pourquoi sont-ils devenus si populaires dans la société? Et pourquoi l'État a-t-il payé pour des jeux de gladiateurs qui ne généraient aucun revenu pour l'État? La principale raison de l'apparition des jeux de gladiateurs est un rite funéraire emprunté aux Étrusques. Les Étrusques étaient une ancienne civilisation qui habitait, au premier millénaire avant notre ère, le nord-ouest de la péninsule des Apennins, l'actuelle Toscane au centre de l'Italie, entre l'Arno et le Tibre, et qui a créé une culture avancée qui a précédé et grandement influencé la culture romaine. Les Romains de l'Antiquité ont emprunté à la culture étrusque des techniques de construction, en particulier la construction d'arcs et de voûtes. Les combats de gladiateurs, les courses de chars et de nombreux rites funéraires sont également d'origine étrusque. Lors des rites funéraires, les victimes potentielles des sacrifices humains, non seulement les esclaves, mais aussi les personnes libres, devaient se battre l'épée à la main près de la tombe. Et ainsi, les faibles mouraient et les forts restaient en vie, suscitant la joie des personnes présentes. De nombreux esclaves tentaient volontairement d'entrer à l'école des gladiateurs, car en combattant dans l'arène et en gagnant l'amour du public, ils pouvaient se libérer de l'esclavage, et il n'était donc pas rare que les esclaves commencent à se battre entre eux pour montrer leur force. Dans l'école des gladiateurs, les nouveaux arrivants s'attendaient à un entraînement rigoureux et à des conditions de vie tout aussi difficiles. Mais beaucoup ne parvenaient pas à supporter cette lourde charge. Au cours de la 105e année avant notre ère, les jeux de gladiateurs ont été introduits comme spectacle public. Dès lors, l'État confie à ses magistrats le soin de les organiser. Les jeux de gladiateurs deviennent un spectacle très prisé dans la capitale et dans tout le pays, ce qui est rapidement pris en compte par les prétendants au pouvoir. La 65e année, César organise des jeux auxquels participent 320 couples de gladiateurs. Ses ennemis sont effrayés. Ce ne sont pas seulement les gladiateurs armés qui sont effrayants. Ce qui est effrayant, c'est que ces jeux somptueux sont un moyen sûr de gagner la faveur du peuple et de s'assurer des voix électorales. L'empereur Néron promulgue un édit autorisant les femmes libres à participer aux tournois de gladiateurs. Les femmes se battent avec autant d'ardeur que les hommes et attirent l'attention. L'empereur Domitien fait entrer des gladiateurs nains dans l'arène. Bien que la plupart des gladiateurs soient des esclaves, certains d'entre eux ont atteint un statut élevé et la célébrité.
Les gladiateurs qui réussissaient pouvaient gagner d'importantes sommes d'argent et devenir des héros populaires. Constantin le Grand, qui promeut le christianisme par tous les moyens possibles, promulgue la même année un édit interdisant les jeux sanglants dans tout l'Empire romain. Dorénavant, les tribunaux sont tenus d'envoyer les criminels non plus dans l'arène, mais aux travaux forcés dans les mines. Cependant, l'édit de l'empereur semble avoir touché principalement les provinces orientales de l'Empire. Dans la péninsule des Apennins elle-même, où les jeux de gladiateurs avaient vu le jour, Constantin contribua à l'abrogation de son propre édit en accordant aux prêtres d'Ombrie et d'Étrurie, à titre d'exception, le droit d'organiser de tels jeux, et par la suite, les jeux de gladiateurs reprirent un peu partout. Télémaque, un moine chrétien d'Asie mineure, s'est jeté dans l'arène et s'est précipité entre les combattants pour tenter de les séparer. Ce zèle pieux lui coûte la vie. La foule en colère se jette sur l'artisan de la paix et le bat à mort. Le sacrifice de Télémaque n'est cependant pas vain. Sous l'impression de son martyre, l'empereur Honorius interdit à jamais les jeux de gladiateurs. Les jeux de gladiateurs n'étaient pas seulement bien organisés, depuis la formation professionnelle des gladiateurs jusqu'à l'État, qui jouait un rôle majeur dans l'organisation des jeux de gladiateurs. L'empereur lui-même participait aux jeux de gladiateurs, mais en règle générale, l'empereur était le juge principal qui décidait qui devait vivre et qui devait mourir. Lorsqu'un gladiateur était blessé et ne pouvait plus combattre, il levait 2 doigts, l'index et le majeur, arrêtant ainsi le combat, reconnaissant sa défaite et demandant à l'empereur de décider de son sort. Selon l'opinion de l'empereur, le vainqueur devait achever celui qui était couché ou lui laisser la vie sauve s'il l'avait mérité par une vaillante résistance. Si un gladiateur parvenait à impressionner le public par sa bravoure militaire, il pouvait être gracié. Les patriciens, les sénateurs et les empereurs qui organisaient les combats pouvaient gracier un gladiateur, mais il était mal vu de garder chaque combattant en vie, car il pouvait être considéré comme avare. Bien qu'il soit communément admis qu'un pouce levé signifiait vie et un pouce baissé mort, c'est ainsi que les gestes sont aujourd'hui utilisés pour l'approbation et le jugement, il n'en reste pas moins qu'un pouce levé signifie vie et un pouce baissé signifie mort. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé et de donner vie à cette vidéo. Dans la plupart des jeux anciens, quelle que soit la direction, un pouce tendu signifiait mort, symbolisant une épée tendue, et vie signifiait simplement un pouce caché dans un poing, symbolisant une épée dans un fourreau. Les cris de la foule ont joué un rôle important. La croyance selon laquelle la foule romaine antique accordait la vie ou la mort à un gladiateur vaincu en tournant le pouce vers le haut ou vers le bas est apparue après l'apparition du tableau Pollice Verso de l'artiste Jean-Léon Gérôme, basé sur un texte latin mal interprété. Pollice Verso est une expression latine signifiant doigt vers le bas, utilisée dans le contexte des combats de gladiateurs. C'est le nom du geste montré par la foule de l'ancienne Rome pour condamner à mort un gladiateur vaincu. De nombreux chercheurs sont également parvenus à la conclusion que l'empereur ne tournait pas son doigt vers le bas, mais qu'il le mettait sur le côté et, en pliant la main, touchait son cou avec. Le gladiateur victorieux mettait le vaincu à genoux et, en cas de condamnation à mort, plongeait la lame verticalement dans le cou, derrière la clavicule, pour transpercer le cœur. De cette manière, l'empereur indiquait littéralement où frapper. Dans ce jeu sanglant, il y a toujours un perdant. Et que doit faire un gladiateur pour gagner constamment et prolonger sa vie? Dans la Rome antique, il existait plusieurs types de gladiateurs, chacun étant armé et entraîné de manière unique. La détermination des gladiateurs, les plus dangereux, peut être basée sur leur armement, leur tactique et leur réputation. Plusieurs types de gladiateurs étaient considérés comme particulièrement dangereux. Les myrmillons étaient armés d'une épée courte, 50 cm de long, d'un grand bouclier rectangulaire et d'un casque à cimier. Dans sa tactique, il utilisait un lourd bouclier pour se défendre et donnait des coups puissants avec son épée. Sa bonne défense et ses armes puissantes faisaient de lui un adversaire redoutable. Un secutor était spécialement formé pour combattre un rétiaire. Les secuteurs étaient une sorte de myrmillon et étaient équipés d'une armure et d'armes similaires, notamment un bouclier ovale de taille moyenne et un gladius, épée courte. Le casque couvrait tout le visage, à l'exception de 2 trous pour les yeux, afin de protéger le visage du trident acéré de l'adversaire. Le casque était presque rond et lisse, afin que le filet du rétiaire ne puisse pas s'y accrocher. Ils étaient spécialement entraînés à combattre des adversaires rapides et agiles. Les rétiaires sont apparus à l'aube de l'Empire.
Ils étaient armés d'un trident, d'un poignard et d'un filet. Hormis un pagne soutenu par une large ceinture, balteuse, et une grosse armure sur l'articulation de l'épaule gauche, le rétiaire ne portait aucun vêtement, y compris un casque. Parfois, un bouclier métallique, galérus, était utilisé pour protéger le cou et le bas du visage. Les rétiaires combattaient généralement avec des secutors, mais parfois aussi avec des murmillons. Son agilité et son armement inhabituel le rendaient imprévisible et dangereux. Dimashé utilisait 2 épées, une dans chaque main. Il combattait sans casque ni bouclier. Vêtu d'une tunique courte et souple, les bras et les jambes bandés avec des bandages serrés. Il se battait avec 2 épées, ce qui lui donnait un avantage en combat rapproché. Sa grande manœuvrabilité et sa capacité à attaquer de 2 côtés le rendaient très dangereux. Ces dangereux gladiateurs devaient être très appréciés du public. Ils étaient probablement si populaires qu'ils étaient connus dans tout l'Empire romain. L'un des gladiateurs les plus célèbres est Spartacus. Spartacus était le chef de la révolte des esclaves et des gladiateurs en Italie. Thrace, il est devenu esclave dans des circonstances peu claires, puis gladiateur. L'empereur romain Commode aimait se battre dans l'arène en tant que gladiateur. Certains empereurs romains, dont Commode, ont eux-mêmes participé à des combats de gladiateurs, même si ces combats étaient souvent mis en scène et ne présentaient pas de réel danger pour eux. L'un des gladiateurs les plus célèbres était également Narcisse, le gladiateur qui a tué Commode. Commode est le dernier membre de la dynastie des Antonins, fils de Marc Aurèle et de Faustine la Jeune. Commode était avec les troupes romaines au moment de la mort de son père Marc Aurèle. Dans la première partie du film Gladiateur, il tue son père. Mais en réalité, le 17 mars de l'année 180, Marc Aurèle meurt de la peste à Vindobona sur le Danube, Vienne actuelle. Commode ne s'occupait pratiquement pas des affaires publiques, leur préférant les divertissements et la débauche. Toutes les années de son règne s'accompagnent d'un trésor épuisé et d'énormes détournements de fonds. Le 1er janvier de la 193e année, Commode allait célébrer son accession au poste de consul et voulait se présenter à la cérémonie en tenue de gladiateur. Mais ses projets ne se réalisent pas. Le nouveau préfet prétorien Quintus Aemilius Laetus, la maîtresse de l'empereur Marcia et l'affranchi Eclectus, décident de se débarrasser de l'empereur insuffisant. Le préfet de la ville, Pertinax, se joint à la conspiration en échange de la promesse de le nommer empereur. Marcia donne à Commode du vin empoisonné. Le poison n'ayant pas l'effet escompté, l'empereur est étranglé par un esclave, l'athlète Narcisse, qui luttait avec Commode comme partenaire d'entraînement.